Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la finale régionale Occitanie-Est du concours Ma thèse en 180 secondes. Je suis très heureux de voir une salle aussi remplie. Je me présente rapidement, je m'appelle Guillaume Bagnolini, je suis un ancien lauréat du concours Ma thèse en 180 secondes et également maintenant journaliste scientifique. En quoi ça consiste Ma thèse en 180 secondes? Les doctorants et les doctorantes que vous allez voir ce soir vont nous présenter leur sujet de thèse de manière la plus claire, la plus concise, précise, en des termes vulgarisés, et tout cela en 180 secondes et pas une seconde de plus. Nous allons avoir un programme extrêmement chargé, une vingtaine de doctorants donc, vont participer à ce concours. Je vais expliquer les règles un peu après, mais tout d'abord, pour commencer, quelques allocutions d'ouverture. Et pour commencer, j'appelle tout de suite celui qui nous accueille ce soir, et on est très content d'être au Domaine d'eau, c'est Thierry Négrou, le directeur du Domaine d'eau, et on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Bien, bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans ce magnifique théâtre Jean-Claude Carrière. Alors, je vais essayer d'être court. Hein, vous avez 180 secondes, on essaye. Les règles. Je ne sais pas si je serai en 180 secondes. Oui, c'est pour nous une très grande joie de vous accueillir dans ce lieu qui est un lieu de théâtre, mais où nous accueillons aussi régulièrement d'autres manifestations comme la vôtre. Alors le domaine d'eau, en quelques mots quand même, c'est un magnifique domaine de la métropole de Montpellier, qui est un lieu de culture, puisque ici vous êtes dans le théâtre Jean-Claude Carrière, un théâtre de 600 places, qui peut être aussi un lieu de concert. Tout à côté, le grand amphithéâtre de 2000 places, 3 chapiteaux que vous avez peut-être aperçus, 2 studios de répétition et un autre espace un petit peu plus bas, un théâtre de verdure. Et tout en bas du domaine, un autre théâtre, le théâtre Peulpeau, d'une capacité de 250 places. Donc nous sommes ici sur un domaine de 25 hectares, qui est un lieu historique, parce qu'à l'origine, le domaine d'eau, c'est une des 18 folies montpelliéraines. Vous savez, ces résidences d'été qui ont été construites au XVIIe siècle pour abriter la noblesse de robe qui venait prendre ses quartiers dans ces maisons de campagne qui se trouvaient en périphérie de la ville de Montpellier. Et c'était déjà des lieux où on faisait de la musique, de la danse et de la culture. Alors le domaine d'eau, bien sûr, c'est une saison que l'on a du mois de septembre au mois d'avril. Et ensuite, nous accueillons pendant tout l'été les grands festivals de la ville de Montpellier, de sa métropole, avec le Printemps des comédiens, le Festival de Radio France, Folie lyrique. Nous aurons également cet été Montpellier Danse, ainsi que Arabesque. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir ces festivals que nous allons débuter au mois de mai avec un festival que le domaine d'eau, lui, porte, c'est Saperlipopette, festival jeune public. Et nous ouvrirons ensuite la grande saison d'été avec le Printemps des comédiens. C'est l'année Molière. Molière est né il y a 400 ans et nous ouvrirons le festival avec l'événement puisqu'on jouera le Tartuffe qui avait été interdit par le roi. Ce Tartuffe n'a été joué que 2 fois en France. La Comédie Française l'a remonté. Il est actuellement présenté à Paris et ce Tartuffe viendra faire l'ouverture du Printemps des comédiens le 28 mai. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Bonne chance aussi aux candidats. Vous verrez, c'est un lieu superbe. On ne voit pas trop le public, donc c'est plutôt rassurant. Mais en tout cas, voilà, à tous et à toutes, bonne chance dans vos présentations qui vont traverser à peu près tous les thèmes de la science. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et c'est vrai que quoi de plus beau pour les candidats et les candidates du concours Ma thèse en 180 secondes que d'être sur une scène de théâtre. L'année dernière, malheureusement, nous avions la cérémonie, le concours en distanciel. Donc c'est vrai que je pense que les candidats et candidates de cette édition sont très contents d'être présents sur cette scène. Tout de suite, Jérôme Vitre, délégué régional CNRS Occitanie-Est, pour un discours d'ouverture. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Quelques mots, effectivement, déjà pour vous dire que c'est vraiment un vrai bonheur de se retrouver dans cette configuration, parce que comme ça a été dit, on a quand même connu 2 années un peu compliquées pour ce concours de ma thèse en 180 secondes, et retrouver autant de monde, et d'ailleurs je crois que c'est pour ma part la première fois que je vois autant de monde pour ce concours, donc j'en suis ravi. Vous dire également que c'est un plaisir pour le CNRS d'accompagner ce concours depuis sa création en France. Alors, je vais me permettre quelques mots sur la jeunesse de ce concours. Il faut savoir qu'il est né en Australie en 2008 et qu'il a vu le jour pour la première fois en langue française au Québec en 2012, à l'initiative de l'Association francophone pour le savoir. Puis, il s'est ouvert à l'international en 2014. Je crois qu'il y a des petits problèmes de micro, sous l'impulsion du CNRS et de la conférence des présidents d'université, devenue depuis peu France Université. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce concours, il connaît depuis cette date un succès croissant auprès du grand public. D'année en année, les finales régionales comme celle que nous allons vivre ce soir se sont multipliées, montrant ainsi le dynamisme des territoires et la qualité des doctorants et doctorantes qui se présentent à ce concours. C'est l'occasion pour moi de remercier les collèges doctoraux pour l'organisation de cette manifestation et l'accompagnement qui est proposé aux doctorants et aux doctorantes pour les préparer à leurs prestations. Alors, je suis convaincu que ce concours de ma thèse en 180 secondes qui bénéficie de formation, leur permet de bénéficier de formation et de se plier à cet exercice difficile est un atout pour le futur de nos jeunes chercheurs. Je gage qu'ils sauront en tirer le meilleur profit pour la suite de leur carrière, que ce soit dans la recherche académique ou en entreprise. Ce concours est l'occasion de mettre en lumière les formidables compétences de nos futurs docteurs qui, de Nîmes à Perpignan, en passant par Montpellier, travaillent intensément dans nos laboratoires et sont un rouage essentiel à l'avancée et à l'excellence de la recherche en Occitanie-Est. Des 24 finales régionales qui ont lieu ces jours-ci, 48 finalistes accéderont à la demi-finale les 8 et 9 avril prochains, et seulement 16 d'entre eux participeront à la finale nationale le 31 mai prochain à Lyon. À noter que ceux d'entre vous qui n'auront pas de la chance de pouvoir se rendre à Lyon auront la possibilité de suivre cette finale en direct sur les plateformes numériques bien connues. Le ou la gagnante représentera alors la France lors de la finale internationale qui se déroulera au Québec au mois d'octobre prochain. Merci à tous les candidats et candidates de ce soir pour leur participation à cette nouvelle édition de ma thèse en 180 secondes. Et je terminerai par souhaiter à nos 2 gagnants d'aller le plus loin possible dans ce concours, en espérant que l'un d'entre eux puisse avoir la chance de porter l'excellence de la recherche scientifique de l'Occitanie-Est lors de la finale internationale au Québec. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je vais rebondir sur ce que disait Jérôme Vitre. Ils ont suivi une formation, les doctorants et les doctorantes, et donc ça fait des semaines qu'ils s'entraînent à vous faire vivre un beau moment de spectacle de culture scientifique et technique. Et donc j'espère que cela vous ravira et que vous pourrez regarder justement un peu plus cette hétérogénéité des sujets de recherche d'un autre œil. Maintenant, Benoît Roig, président de l'Université de Nîmes, et on peut l'applaudir. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est un grand plaisir de voir cette édition 2022 de ma thèse en 180 secondes, étape régionale, faut-il le rappeler, se tenir dans cet édifice. Et merci, monsieur le directeur, de nous y accueillir. Ça fait 3 ans maintenant, voire 2 ans où c'est compliqué. On nous demande à nous présidents de faire une vidéo pour souhaiter la bienvenue aux auditeurs et souhaiter la bonne chance à tous les doctorants. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire en direct et de permettre à ce public qui est venu nombreux aussi d'assister. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma thèse en 180 secondes, je suis sûr que vous allez ressortir de cette soirée
de manière différente, parce que forcément, les doctorants et doctorantes qui vont se succéder vont vous bluffer à coup sûr. En tout cas, nous, enfin je dirais nous, en tout cas au niveau de l'établissement, chaque fois que l'on voit les prestations de ces jeunes chercheurs, on est toujours bluffé et je suis sûr et persuadé que ce soir, ce sera le cas également. Alors, le but de nos interventions, c'est surtout de ne pas se répéter, donc je vais essayer de compléter les propos qui ont été dits. Il y a eu 26 candidats qui ont participé aux présélections en janvier, on va en écouter 20 aujourd'hui, qui sont de différents degrés de maturité dans leur thèse, première, deuxième, troisième année, de différentes disciplines aussi, scientifiques, SHS, droit, littérature, etc. Et c'est ce qui fait la force d'un concours comme celui-ci, c'est-à-dire que des étudiants chercheurs qui peuvent concourir sur une même compétition alors qu'ils ont des sujets qui sont complètement différents. Et nous, dans l'assistance, on va se penser intelligent, voire sachant, parce qu'ils vont réussir à mettre à notre portée leur sujet de thèse, et qui est parfois, on le disait en aparté avec madame la vice-présidente de la région que je salue, Nadia, des titres qui nous laissent des sueurs dans le dos. Et on est sûr que dès lors qu'ils vont avoir fait leurs 3 minutes, on sera à même de comprendre leur sujet. Et c'est vraiment l'objet de ce matin dans 180 secondes, et je crois que c'est ce qui fait la force de cet événement. Pour être plus bref, des remerciements, puisque vous l'avez dit, cette finale régionale est organisée depuis 9 ans en collaboration entre le CNRS et les 2 collèges doctoraux, un de l'ICIT Muse de l'Université de Montpellier et l'autre de la coordination territoriale. Et donc je remercie les deux directeurs qui sont dans l'ombre, Gilles et Nicolas, pour l'organisation et surtout la cohésion qu'ils ont pour organiser cet événement. Cet événement, il est aussi soutenu par la région Occitanie qui soutient systématiquement les actions dans le cadre de la politique de site, et merci à la région Occitanie, par les métropoles de Montpellier et de Nîmes également, et accompagné par des partenaires qui sont la CASDEN, Banque Populaire et la MGEN. Je crois qu'il faut les citer également et les remercier, parce que sans eux, cet événement ne pourrait pas se passer. Vous l'avez dit, les doctorants sont accompagnés puisqu'ils ont été chapeautés, ils ont été coachés, ils ont été accompagnés et par des coachs qui leur ont permis aussi de s'extraire un petit peu de cette pression et qui vont leur permettre de faire la prestation qu'ils vont nous proposer aujourd'hui. Tout ça pour dire que, messieurs et mesdames les doctorants, doctorantes, vous êtes passionnés, hein, je m'adresse à vous, vous êtes passionnés par ce que vous faites, et je suis persuadé que vous allez nous rendre acteurs de ce que vous faites, et plus vous allez nous donner votre passion, et plus nous allons pouvoir rentrer dans votre monde. Et je suis sûr que et les membres du jury et le public, parce qu'il y a des prix du public, vont être très embêtés à la fin de la soirée quand il va s'agir de mettre un nom, 2 noms, ou faire un classement, et ça sera le plus beau que l'on pouvait nous offrir. Merci aux membres du jury de passer votre temps pour nos étudiants. Merci aux étudiants, aux doctorants, de mettre à l'honneur la recherche de la région Occitanie, de mettre à l'honneur la recherche qui est portée par les établissements de la région Occitanie-Est. Puis merci au public, encore une fois, d'être présent. Merci beaucoup de votre attention, et puis je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est un sacré challenge, voire 3 sacrés challenges. Un challenge pour les membres du jury que je présenterai pour sélectionner les candidats des 3 prix que je présenterai également. C'est un sacré challenge pour vous, cher public, puisque vous allez aussi devoir sélectionner un candidat, un lauréat. C'est un challenge aussi pour l'animateur, car je dois dire les noms complexes des sujets de thèse, et c'est pas si simple. Et c'est surtout un challenge pour les candidats et les candidates qui doivent vulgariser leurs propos, souvent extrêmement complexes. Pour prendre la suite, je vais donc appeler sur la scène Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Et on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Madame la vice-présidente de la région Occitanie, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, les directeurs de collèges doctoraux, directrices et directeurs d'écoles doctorales, et les candidates et candidats, très heureux d'être là. Alors, je n'ai pas préparé de discours parce que déjà, j'ai vu qu'il y avait une série de discours protocolaires, et puis il y avait après 20 personnes qui intervenaient, puis il y avait après 20 candidates et candidats qui intervenaient, puis demi-heure
je dirais, délibération, puis les résultats. Bon, il y a une vie aussi, on se demande à quelle heure arrive le cocktail. Donc, si je prépare un discours écrit, ça risque d'être un petit peu long. D'autant plus que je savais que je parlerais après Jérôme Vitre, et donc, puisqu'on se connaît depuis un certain nombre d'années dans les fonctions, je sais très bien qu'il sort classiquement les dates 2008, 2012, 2014, voilà. Donc, il ne me reste pas grand-chose à dire, si ce n'est quand même deux ou trois éléments. En premier lieu, c'est vrai que c'est un exercice singulier. Exercice singulier pour les doctorantes et doctorants, puisque cela permet de mener une approche de vulgarisation sur leurs travaux. Et c'est vrai qu'on est tous passés par la thèse et la discussion avec des personnes qui ne sont pas du monde de la recherche. Et c'est vrai qu'expliquer des fois un sujet de thèse, eh bien, peut paraître parfois complexe, ardu. Et même des fois, pour certains, nos interlocuteurs, ils se demandent au bout d'un moment si on est encore de leur monde ou si on n'est pas parti sur notre planète. Et donc ça permet à travers cette approche, certes chronométrée, mais également donc vulgarisée, animée, eh bien d'avoir une autre vision, un autre regard sur les travaux scientifiques qui sont menés. Je dirais également que pour les doctorantes et les doctorants, cela a un autre avantage, c'est que cela permet de sortir un petit peu des chemins tracés dans la rédaction classique de la thèse. On sait bien que les 3 ans de thèse, 4 ans, des fois plus si affinité, eh bien, c'est parfois des périodes dans lesquelles se succèdent différentes phases. D'abord, il y a la découverte du sujet de thèse, c'est une phase d'euphorie. Ensuite, il y a, commencer le plan, la rédaction, ça peut être des phases de doute. Après, il y a le travail qui, des fois, n'avance pas au rythme que l'on souhaite. Donc là, c'est des fois des phases de lassitude. Et puis après, la soutenance, c'est en principe une phase de soulagement. Mais peu importe, c'est-à-dire que quand on travaille de thèse, on est pris dans son monde. Et donc, cela permet, à travers une approche singulière, une approche illustrée, une approche ludique, eh bien, d'avoir un autre regard, un auto-jugement aussi de ce que l'on fait au quotidien. Voilà ce que je voulais dire donc aujourd'hui. C'est vrai que je voudrais aussi remercier les écoles doctorales, les encadrants d'abord, que ce soit des professeurs, maîtres de conférences, directeurs de recherche, qui au quotidien donc œuvrent auprès des doctorants. Remercier également les différentes directrices et directeurs d'écoles doctorales pour ce qu'ils font dans leur communauté, et également remercier les 2 directeurs du collège doctoraux, des 2 collèges doctoraux, puisque la richesse de l'Occitanie-Est fait que nous avons 2 collèges doctoraux qui n'ont pas le même périmètre. Ça, c'est un petit peu l'histoire récente qui a mené cela. Et donc, messieurs, vous remercier pour votre dynamisme, votre implication. Vous me permettrez d'évoquer également un remerciement tout particulier au directeur du collège doctoral de l'Université de Montpellier, qui est un homme multicasquette. Bon, d'abord parce qu'il est prof de chimie, certes, vous le savez, mais également parce que demain, il va passer avec son autre casquette de porteur ou coordonnateur de notre projet d'université européenne Charmiou. Donc ce soir, Gilles est en qualité de directeur du collège doctoral de l'université, et demain, donc, c'est en qualité de porteur de l'université européenne. Donc, montrer également le dynamisme de nos collègues qui œuvrent au quotidien donc, pour la visibilité, la notoriété de nos formations, de vos formations et de nos établissements. Voilà, à vous toutes et à vous tous, merci pour votre présence au jury. Donc, vous allez bientôt pouvoir commencer à apprécier des gens à évaluer, parce que nous, on est un peu vieillissants, donc on a été évalués déjà il y a quelques temps. Vous savez qu'un universitaire, quand il est rentré, est devenu omniscient, donc on ne l'évalue plus. Mais en tant que tel, donc, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et au plaisir de vous retrouver au cocktail, mais peut-être un peu avant, pendant le moment des délibérations. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, nous allons maintenant accueillir Nadia Pelfig, vice-présidente enseignement supérieur, recherche, Europe et relations internationales de la région Occitanie. On peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le président de l'Université de Montpellier, monsieur le président de l'Université de Nîmes, monsieur le délégué régional du CNRS d'Occitanie-Est, monsieur le directeur de l'école de chimie, monsieur le responsable de Charmiou. J'espère que vous avez reçu le courrier. Non, parce qu'on règle les affaires en même temps. Oui, c'est bon, super. Monsieur le directeur, merci beaucoup de nous accueillir. Je découvre le lieu. À vous dire vrai, je le trouve magnifique. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de s'y retrouver ce soir. Alors, 180 secondes, 3 minutes. C'est terrible. Hein. Pour les plus chanceux d'entre vous, Philippe Auger l'a dit, vous avez mis 3 ans à réaliser votre thèse, et on sait tous que la dernière année de rédaction compte 10 ans à peu près. On prend 10 ans à ce moment-là. En fonction de la capacité de son logement, on est plus ou moins haï par ses proches, avec les documents qui s'entassent.
Même maintenant, on nous dit et on nous rappelle qu'on est passé à l'ère du numérique et que c'est peut-être pas la peine de garder tous ces petits bouts de papier à noter partout. Mais voilà, c'est comme ça dépend des méthodes. C'est terrible parce que, en réalité, 3 ans, c'est plus que le temps, par exemple, de construction de la Tour Eiffel. C'était 2 ans. La Tour de Tokyo, 2 ans et demi. Et la Statue de la Liberté, construction et livraison comprises à New York, moins de 3 ans aussi. C'est dire si au moins 3 ans, ça signe un investissement, un engagement extrêmement important, personnel, parfois collectif, parce qu'il demande aussi du soutien, bien sûr, de celui ou celle qui nous accompagne dans la direction de recherche, mais également des proches, des amis qui acceptent qu'on ne rappelle pas toujours, de la famille, qui acceptent qu'on y soit un peu moins attentif quelque temps. Bref, c'est une démarche individuelle, scientifique, mais c'est aussi une aventure collective. Et je trouve que cet événement le sanctionne comme il se doit. On sait bien à quel point c'est difficile de partager la science. 3 minutes, ça semble court, et en même temps, les travaux de l'Université de Californie à Irvine, en 2004, des chercheurs ont établi que une tâche, le temps qu'on consacre à une tâche avant d'en passer à une autre, quand on travaille, au maximum, c'est 3 minutes 08. Et donc, il y a 3 minutes pendant lesquelles il a été démontré scientifiquement que les orateurs et les oratrices ici auront notre pleine attention, nos émotions, notre intérêt, et surtout qu'on aura la chance de recevoir du savoir. Et dans une période où on a découvert qu'on était près de 2 millions de chercheurs en immunologie pendant 2 ans, je pense que c'est extrêmement important qu'on rétablisse la force de la science. Dans une société, une république qui parie sur la démocratie, il faut être en capacité de s'appuyer sur le socle de la connaissance, sur celui de la science. Et c'est ce pari que veut faire la région Occitanie et que nous voulons faire avec la présidente Carole Delga. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons le choix, qui n'est pas celui de toutes les régions, que de financer et de cofinancer, aux côtés des établissements, des tutelles de recherche, des travaux de thèse et des allocations doctorales. Depuis que Occitanie existe dans son entité territoriale, ce sont 702 travaux de recherche qui ont été financés par la région Occitanie pour un montant de 40 millions d'euros et un peu plus de 850 000 euros de fonds européens dits FEDER. Pour la seule académie de Montpellier, c'est-à-dire Occitanie-Est, ce sont 354 allocations doctorales qui ont été cofinancées par la région Occitanie. Et j'en suis extrêmement fière. Et sans vouloir, aucunement, je sais que vous êtes incorruptible, influencer le jury, je sais qu'il est un des finalistes ce soir qui a bénéficié de ce mécanisme d'allocation doctorale. Il s'appelle Nicolas Pécheux. Non, mais je dis juste qui il est. Je suis sûre que tous les candidats et les candidates, et je suis extrêmement heureuse qu'il y ait aussi de très nombreuses candidates, auront d'innommables qualités. Lui, ses travaux de recherche, pour la béotienne que je suis dans son domaine, il s'agit de natation synchronisée de robots. Vous verrez, il vous expliquera ça beaucoup mieux, hein, avec des câbles, pour pouvoir regarder l'archéologie en profondeur, donc évidemment sous l'eau, et il s'agit de prévoir les trajectoires des câbles pour qu'ils ne s'en mêlent pas, et donc il s'agit aussi de mathématiques. Mais il racontera ça éminemment mieux que moi. Si je vous dis cela, c'est parce que pour nous, évidemment, c'est une fierté que d'avoir les talents qui vont vous être présentés ce soir. Nous espérons qu'ils pourront imprimer leurs travaux, continuer dans nos territoires, mais aussi s'exporter. Et que je rejoins en tout point les orateurs précédents quand ils souhaitent que, y compris au-delà de l'Atlantique, la force de la recherche en Occitanie puisse être reconnue et que, pourquoi pas, notre voix porte à Québec. Et donc de l'exigence de ces illustres membres du jury, dont je remercie encore qu'ils et elles aient bien voulu y consacrer du temps, il y aura la capacité de propulser ceux que vous choisirez dans les meilleurs rankings et qui s'illustrent au niveau international chez nos cousins québécois. Un grand merci aux écoles doctorales, à la délégation du CNRS, à l'Université de Montpellier. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Je trouve que dans la qualité des travaux et dans l'assemblée nombreuse qu'il y a ce soir, ça signe que la région Occitanie est décidément la meilleure région du monde en toute objectivité, qui fait le pari du savoir et de la connaissance et de la confiance en sa jeunesse. It's science time.
Merci beaucoup. Et merci pour cette introduction déjà très complète. Je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire. Ah si, attendez, je vais quand même vous présenter les membres du jury. Ceux qui vont devoir et avoir la lourde tâche de sélectionner donc 3 lauréats, le premier, le deuxième et le troisième prix. Alors vous avez, tout d'abord, je vais commencer par ma gauche. Nous avons Maxime Piccolo, qui est président de Radio Campus Montpellier. On peut l'applaudir. Radio qui donc couvre l'événement de ma thèse en 180 secondes, et pas qu'à Montpellier d'ailleurs, hein, puisque c'est un réseau de radios associatives. Nous avons à côté Thierry Négrou, que vous avez entendu, donc directeur du domaine d'eau, on peut l'applaudir aussi. Au milieu, et je suis très contente de la voir ici, de l'autre côté, puisque Mathilde Guérin était le premier prix. Et enfin, pour terminer, Patricia Julia, maître de conférence à l'université Paul Valéry de Montpellier. On peut l'applaudir aussi. Alors la lourde tâche du jury, je le disais, ça va être de séparer les candidats, et vous allez voir, j'ai pu voir les prestations de nos candidats à la répétition, c'est vraiment très très bon, il y a un très très bon niveau ce soir. Je vais vous parler de quelques grandes règles. Alors, il y a une règle, la première, bien sûr, c'est l'ADN du concours, hein, ma thèse en 180 secondes. Les candidats doivent présenter leur projet en 180 secondes et pas une seconde de plus. La seconde règle, leur présentation doit être vulgarisée. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, cher public, de faire attention à ça. Est-ce que les termes, les concepts sont suffisamment clairs, sont bien compris, vous passent aisément? Est-ce que vous comprenez tout simplement le sujet de recherche, les enjeux, le contexte, la problématique? Bien entendu que la troisième règle est importante aussi, puisqu'ils n'ont pas les maquettes de Jamie et de Fred dans C'est pas sorcier. Hein. Ils ne vont pas faire des expériences incroyables sur scène. Ils vont juste avoir une diapositive, un support visuel. Ce support doit être aussi vulgarisé, et donc bien entendu qu'il doit être le plus esthétique possible, le plus clair et le plus concis, bien sûr, dans sa forme. Je les entends. Ils sont juste derrière, là. Et ça commence, je crois, à s'impatienter un peu. Donc je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements les candidats de ma thèse en 180 secondes. Merci à vous. Vous pouvez aller vous asseoir, on va vous retrouver sur la scène, de toute façon. Alors, c'est pas terminé, je vais maintenant vous parler des prix, les enjeux un peu du concours, hein, bien entendu. Donc, comme je disais, il y a 3 prix du jury qui vont être remis par les différents partenaires et organisateurs du concours Ma thèse en 180 secondes. Il y a également le prix du public. Le prix du public, c'est vous, cher public, qui allez bien entendu le définir. Alors pas tout de suite, hein, bien sûr, il va falloir voir les différentes prestations de nos candidats et de nos candidates. À la fin des passages, je vous dirai exactement comment aller voter. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et ce sera directement avec votre téléphone intelligent, votre smartphone. Le prix du public plus le premier prix du jury iront à la demi-finale dont parlait Jérôme Vitre, donc le 8 et 9 avril à Paris. Et ensuite, potentiellement, après cette phase de sélection, il y aura donc la finale nationale qui aura lieu le 31 mai à Lyon. Alors si vous êtes dans le coin de Lyon, n'hésitez pas à aller faire un tour à cette finale. Sinon, ce sera retransmis sur Facebook et sur YouTube. Donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil et peut-être revoir les candidats que nous allons voir ce soir ensemble. Merci à l'ensemble de nos partenaires. Ils ont été cités et vous les avez donc sur cette diapositive. Partenaires et organisateurs donc, du concours Ma thèse en 180 secondes, que cela soit à l'échelle nationale ou que cela soit à l'échelle locale, puisque nous sommes dans le cadre d'une finale régionale. Maintenant, et tout de suite, nous allons commencer donc la cérémonie. Et je vais appeler à mes côtés pour commencer Nicolas Barbeau. On peut l'applaudir, s'il vous plaît.
c'est pas si simple de commencer, de débuter un concours. Alors je vais demander de vous le rappelaudir une autre fois, mais attendez, pour une bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux bonnes raisons de l'applaudir. Déjà parce qu'il passe sur la scène du Domaine d'Eau dans le théâtre Jean-Claude Carrière, mais aussi parce que c'est l'anniversaire de la rencontre de lui et de sa copine. Donc je pense qu'on peut l'applaudir une double fois. Et vous allez voir dans son discours pourquoi je dis ça. Nicolas Barbeau, il est du laboratoire Apsis de Supagro, avec un sujet teinté de sud, puisqu'il s'agit de modélisation de systèmes agroforestiers à base d'oliviers pour évaluer ex ante la multifonctionnalité de systèmes co-conçus avec des acteurs. À toi, Nicolas. 1 degré en plus d'ici 20 ans. Or, le réchauffement climatique est déjà visible. Pas une seule goutte d'eau au début de l'hiver sur Montpellier. Difficile de boire quand on est un arbre. Je vous invite chez Olivio, un jeune olivier qui m'a demandé de l'aide, car il rêve de rencontrer sa plante charmante et vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais issu d'un quartier dégradé, personne ne s'intéresse à lui. C'est ce qui se passe dans nos champs d'oliviers. Un sol sec et dépourvu de vie. Ainsi, le rendement en olive diminue. Alors, pour trouver des solutions, je me transforme en dieu de l'amour, Cupidon. Stylé, non? Chez vous, les humains, il existe les applications de rencontres qui associent les personnes par affinité. Je me suis donné comme mission d'aider Olivio à rencontrer la plante de sa vie et ainsi étancher sa soif d'amour. J'ai donc décidé de mettre mon arc de côté et d'utiliser votre concept. Dans ma thèse, je développe l'appli de rencontre adopteuneplante.com. Ainsi, mes super algorithmes prennent en compte les attentes d'Olivio, une relation passagère ou durable. Ainsi, cet outil lui permettra de choisir sa ou son partenaire idéal en fonction de ses habitudes alimentaires, que sont les apports d'eau et de fertilisants, de sa sociabilité, comme le nombre de plantes sur la parcelle, et de ses pratiques esthétiques, comme tailler. Finalement, Olivio passera du statut célibataire à en couple, un arbre, une culture, s'enlaçant sur le même champ et pouvant mieux se désaltérer que si ils étaient séparés. Si Olivio est heureux, il se vêtira de belles olives pour s'adulciner. Vous le savez, l'union fait la force. Ce couple sera plus résistant face au climat changeant et leur productivité augmentera. Je vous propose que face au réchauffement climatique, nous cultivions l'amour des plantes et que nous réécrivions l'histoire des oliviers. En fin de thèse, j'espère vous conter qu'Olivio et la culture eurent beaucoup de fruits et vécurent heureux en protégeant leur environnement. Avez-vous remarqué que l'on rencontre de plus en plus de moustiques chaque été? Ils nous réveillent la nuit, ils créent des démangeaisons, et ce n'est pas tout. Ils sont capables de véhiculer une certaine famille de virus que l'on appelle arbovirus. Or, plus il y a de moustiques, plus le risque d'être infecté augmente. En cherchant à comprendre comment fonctionnent ces virus, j'espère pouvoir limiter ce risque. Dans cette grande famille de virus transmis par les moustiques, je m'intéresse à deux cousins, Usutu et West Nile. Ils voyagent à bord d'un moustique commun, le Culex pipiens, que l'on retrouve notamment ici, dans le sud de la France. La piqûre d'un de ces moustiques peut donc nous transmettre l'infection. Heureusement, 80% des personnes infectées n'auront aucun effet. Mais, car il y a toujours un mais, dans 1% des cas restants,
les virus atteignent notre cerveau et peuvent causer de graves dommages, comme une paralysie flasque. Les effets durent parfois longtemps après l'infection et il n'existe aucun traitement. Je cherche donc à comprendre comment les cousins Usutu et West Nile passent de notre sang à notre cerveau. Pour cela, en laboratoire, j'utilise un modèle cellulaire représentant la barrière entre le sang et le cerveau, la barrière hémato-encéphalique. C'est la gardienne de notre cerveau. Elle est à la tête de toute une armée de cellules endothéliales qui nous protègent contre l'envahisseur. Or, Usutu et West Nile sont capables de corrompre cette gardienne. Ils vont infecter les cellules de la barrière et la traverser. Cette histoire ne s'arrête pas là. Comme Ulysse qui avait dupé les gardes de la ville de Troie avec son légendaire cheval, Usutu et West Nile vont utiliser la même ruse. Ils se dissimulent à l'intérieur de nos propres cellules immunitaires afin de tromper la gardienne qui les laissera alors entrer. Une fois à l'intérieur, les cellules libèrent le virus et aggravent les symptômes. Il me reste donc à décrypter les interactions entre ces deux virus, la barrière et les cellules, pour trouver un moyen d'aider la gardienne à reconnaître les chevaux de Troie, pour renforcer sa vigilance et sa résistance. Sylvain Tesson a écrit « Quand un cheval de Troie entre dans une ville, porteur d'un virus qui affole les esprits et paralyse les corps, on a intérêt à emprunter les seules portes encore ouvertes, celles de la poésie. » Pour ma part, je vais modestement vous proposer une solution pour que les piqûres de moustiques ne vous prennent plus la tête. Attention au départ du train de l'histoire. Je vous y embarque pour remonter dans le temps au milieu du XIVe siècle, date à partir de laquelle s'est développée en France la notion de l'insertion socio-professionnelle. Celle-ci était qualifiée à l'époque d'assistance publique et reposait sur un principe extrêmement répressif. Celui qui ne peut subvenir à ses besoins était considéré comme une menace à l'ordre social et devait être traité comme tel. Emprisonnement, travail forcé, etc. Mais rassurez-vous, je ne vous laisse pas là-bas. Je ramène tout de suite dans mon train magique, ici et maintenant, pour vous dire que la société a beaucoup évolué depuis. Et fort heureusement, car aujourd'hui, nous avons tout un secteur dédié à l'insertion socio-professionnelle. Il s'appelle l'insertion par l'activité économique. Celui-ci s'appuie sur le travail de structures qui nous sont rattachées, telles que l'entreprise d'insertion que vous connaissez. C'est cette structure, moyennant des subventions de la part des pouvoirs publics, ont pour mission de permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de bénéficier d'un accompagnement adapté qui doit faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle. Vous avez bien entendu, sociale et professionnelle. En contrepartie, ces structures sont évaluées, ce qui est normal et souhaitable, bien entendu. Mais ce qu'on ne l'est pas au regard de mon travail de thèse, c'est que cette évaluation soit faite sur la base de critères exclusivement quantifiables et essentiellement sur le taux de retour à l'emploi. Ce qui renvoie fondamentalement à la composante professionnelle de l'insertion. Cette insertion qui est aussi sociale. Vous voyez? C'est comme si moi, je suis franco-marocain et qu'on me juge que sur mon prénom, Samir, qui renvoie, vous l'aurez deviné, à mon identité marocaine, alors que je suis aussi français. Oh, encore cette histoire de prénom. Bref, il faut savoir aussi que chaque structure doit annuellement rendre des comptes sur ses taux de retour à l'emploi pour le renouvellement de son conventionnement. Sinon, pas de subvention. Rien. Ou allô. Là, je vous laisse imaginer le glissement qui pourrait s'opérer chez certaines de ces structures qui, pour survivre, seraient tentées de ne recruter en amont que les personnes potentiellement employables en aval du parcours d'insertion, tout en laissant sur le quai les personnes les plus fragiles en train de regarder le train d'insertion socio-professionnelle passer et leur dire « bye bye ». Ces mêmes personnes pour qui ces structures ont été créées. Ne faites pas cette tête, je vous comprends. Vous voulez que cesse ce paradoxe. Eh bien, c'est ce que vos serviteurs essaient de faire. Pour cela, je questionne un grand échantillon de personnes pour montrer, après analyse, qu'il y a une progression significative sur plusieurs critères sociaux entre l'avant et l'après du parcours d'insertion. Car mon ambition en tant que chercheur doctorant est de contribuer à l'évolution de l'insertion socio-professionnelle en proposant une évaluation qui soit à la fois sociale et professionnelle. Ainsi, j'aurais transformé mon train de l'histoire en un train de l'espoir.
Pour nous plonger dans le milieu de la parfumerie, j'aimerais citer Hélène Keller, une écrivaine sourde, aveugle et muette. Les parfums sont de puissants magiciens pouvant vous transporter au travers des années que vous avez vécues. Cette citation me rappelle mon enfance lorsque je vivais au milieu de vergers d'amandiers. D'ailleurs, à la fin de chaque hiver, c'était les arbres qui fleurissaient en premier. On les appelle les annonciateurs du printemps. J'aimais tellement l'odeur de leurs fleurs qu'à l'âge de mes 5 ans, j'avais tenté de capturer une grande quantité de pétales que j'avais enfermés dans une boîte métallique pour pouvoir les sentir lorsque je désirais. Le problème, c'est que ces pétales fanaient. L'odeur se dégradait jusqu'à disparaître dans le temps. Il est incroyable de penser que nous avons tous, chacun, nos machines à voyager dans le temps qui nous font voyager. Et pour moi, c'est l'odeur de cette fleur qui me rappelle mon enfance. Plus tard, à l'âge de 10 ans, je suis tombé amoureux de Juliette. Je me rappelle très bien de l'odeur de son parfum qui me rendait heureux à chaque fois qu'on se voyait. J'imagine que si un jour je devais tomber nez à nez avec le parfum de Juliette ou l'odeur de la fleur d'amandier dans un gel douche ou dans une huile à barbe, je l'achèterais sur le champ. C'est à travers ces anecdotes et ces souvenirs que l'aventure de ma thèse a débuté. Je me suis d'abord demandé, mais comment font les fabricants de cosmétiques pour choisir un parfum qui devra faire voyager des milliers de personnes ? Pour cela, j'ai identifié 4 critères de performance qui vont conforter l'industriel dans son choix. Dans un premier temps, il faut que le parfum soit stable chimiquement et qu'il ne déstabilise pas la formule cosmétique. Tout comme le pâtissier ajoute la cerise sur le gâteau, le parfum sera ajouté à la fin de la recette. Ensuite, il faut que le parfum préserve la sécurité du consommateur. Le parfumeur qui compose la fragrance devra utiliser et choisir parmi une palette de 4000 matières premières d'origine synthétique et naturelle. Le troisième critère est la perception de l'odeur. C'est la capacité des matières, en fait c'est la puissance d'un parfum. Plus il sera puissant et plus il sera utilisé en plus petite quantité dans la formule, ce qui réduira le problème de coût et de sécurité. En plus de cela, le parfum doit respecter les tendances olfactives du marché de la parfumerie. Le dernier critère est la rémanence. C'est la capacité des matières odorantes à rester piégées dans la formule cosmétique. Actuellement, l'avenir de la parfumerie va vers la naturalité. Nous sommes séduits par des matières odorantes provenant de plantes ou issues de procédés respectueux de l'environnement. C'est à travers ce défi que ma thèse consiste à évaluer, comprendre et optimiser ces 4 critères pour que vous obteniez des parfums plus puissants, plus performants, plus naturels. Alors si je suis ici devant vous ce soir, c'est pour vous partager mon rêve. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à vous composer votre parfum idéal à partir de l'odeur subtile des fleurs du désert d'Atacama, en attendant que vos machines à remonter le temps continuent de fonctionner. Quel est le point en commun entre l'astrophysique et la médecine? Les neutrons. Ces particules sont produites par une réaction nucléaire. Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter un réacteur nucléaire de recherche? Moi oui, et je serai aujourd'hui votre guide pour vous faire découvrir un endroit stratégique où aucun visiteur n'accède. Bienvenue au cœur du réacteur MT numéro 180. Vous êtes prêts? Pour commencer, nous allons plonger directement dans le cœur du réacteur où se trouvent plusieurs plaques soudées et séparées entre elles d'une distance qui fait à peu près l'épaisseur du fond d'une tirelire. Chez vous, par exemple, lorsque vous préparez une pâte feuilletée, vous enfermez du beurre dans la pâte et vous l'étalez. C'est exactement le même principe qu'on utilise pour fabriquer les plaques. On enferme de l'uranium dans des plaques en aluminium et ces plaques avec de l'uranium enfermé entre elles constituent le cœur du réacteur. Maintenant, savez-vous de quoi nous avons besoin pour produire les neutrons? Éloignez-vous s'il vous plaît. Nous allons bombarder le noyau de l'uranium avec un neutron initial. Une énorme quantité de chaleur se dégagera et changera la forme des plaques. C'est bien évidemment la même chose après la cuisson du feuilleté dans votre four. Sous l'effet de la chaleur, il gonfle. Ce gonflement est une bonne chose en pâtisserie. Mais chez nous, responsables des plaques, ce gonflement est révélateur à leur vieillissement. Et c'est là que j'interviens. Ma mission est de mesurer ce gonflement. Mesdames et messieurs, ici au réacteur MT180, votre santé est ma priorité. Pour vous protéger contre le rayonnement, nous allons déplacer les plaques du cœur du réacteur et nous allons les plonger dans une piscine dite de refroidissement à une profondeur de 12 mètres.
Ma mission est donc de mesurer et surveiller d'une manière efficace et précise l'épaisseur des plaques sous 12 mètres d'eau. Pour cela, je fabrique des règles magiques très fines qui font 1 mm d'épaisseur et qui sont destinées à être introduites dans la fente séparant les deux plaques. Ma règle magique est en fait un capteur qui va émettre des ondes ultrasonores qui voyagent rapidement dans l'eau. L'intérêt principal de ces ondes est qu'elles sont très sensibles à ce qu'elles rencontrent en chemin. Et donc, une fois que l'onde va rencontrer la surface des plaques, elle reviendra sous forme d'un écho à mon capteur. Celui-ci va chronométrer le temps que met l'onde à voyager entre le départ et l'arrivée et par la suite, il calculera la distance du chemin parcouru. Maintenant que j'ai fait mes mesures, je vous laisse apprécier le reste du spectacle. J'ai une tarte feuilletée qui m'attend. Et vous savez, contrairement aux plaques, je veux qu'elle soit bien gonflée pour qu'elle soit très savoureuse. Mesdames et messieurs, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine visite. Je vous invite à participer à mon étude, dans laquelle j'impose la pire des tortures, l'exercice physique. Celui-ci déclenche l'activation des gènes à travers les mécanismes épigénétiques. Si la génétique est la liste des ingrédients de la cuisine, l'épigénétique est la recette qui indique lesquels vont être utilisés et en quelle quantité. L'épigénétique demande des efforts intenses. Alors dans mon étude, je vais vous demander de sprinter. Vous devrez tout donner. Pour augmenter la difficulté, les sprints s'enchaîneront sans récupération. Vous allez finir bien essoufflé. Vraiment, car je vais aussi vous amener à 4000 mètres d'altitude pour que vous manquiez d'oxygène. Je vous assure que vous allez transpirer. D'ailleurs, je vais vous encourager à le faire en utilisant un sauna. Ma torture préférée reste cependant le garrot, qui prive les muscles d'oxygène. Ça fait juste un peu mal aux jambes. Qui veut participer? Levez la main. Allez, faites-le pour la science. Finalement, l'exercice n'est pas la pire des tortures. On peut toujours le combiner à des stress supplémentaires pour le rendre encore plus dur. Quel est l'intérêt? Améliorer les effets de l'entraînement en sélectionnant les bons gènes, c'est-à-dire en trouvant la meilleure recette épigénétique. Lors d'une expédition en Himalaya, non, ça c'est la montagne du Toblerone. En tout cas, en haute montagne, l'épigénétique favorise l'acclimatation à l'altitude. Un des gènes impliqués augmente le nombre de fibres rapides dans les muscles qui gagnent en force et en vitesse. Cela peut paraître contradictoire, car on ne cherche pas forcément à sprinter en altitude. Par contre, ces fibres rapides sont très utiles, car elles sont moins sensibles au manque d'oxygène qu'il existe au sommet des montagnes. Un autre gène induit la production de globules rouges, pour mieux transporter l'oxygène dans le corps et s'adapter à cet environnement exigeant. Les biologistes ont aussi découvert que les gènes sont stimulés par la chaleur. Ils ont observé que les cochons qui habitent dans des endroits chauds sont plus musclés, sans rien faire grâce à l'épigénétique. Si ces cochons sédentaires s'entraînaient avec ma méthode, ils seraient champions olympiques. Ce que je vais démontrer est que ça vaut le coup de s'entraîner en altitude et dans la chaleur. Ces deux gènes vont vous faire souffrir, certes, mais ils vont davantage activer vos gènes. Permettez-moi de modifier le proverbe. Il faut souffrir pour être fort. Comme le dit la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Imaginez-vous au bord d'un lagon. Il fait chaud, très chaud, trop chaud. Alors, vous vous dirigez vers l'eau turquoise. Et après avoir pris une grande inspiration, vous plongez, masque sur les yeux. Entre deux patates de corail, vous admirez une dizaine d'espèces de poissons colorés. Là, avec vous, je m'interroge sur leur contribution au fonctionnement du récif, leur rôle fonctionnel. Je m'explique. Une petite ville contient un certain nombre d'habitants, mais ce qui m'intéresse, c'est la diversité des métiers qu'on y trouve. Si deux villes contiennent le même nombre d'habitants, mais que la première, comme celle-ci, comprend une grande diversité de métiers, des boulangers, des médecins, des agriculteurs, alors que la seconde, comme celle-là,
ne comprend que des boulangers. Eh bien, la première fonctionnera bien mieux que la seconde. Mais revenons à nos poissons. Vous observez ces espèces ondulées sur le récif, mais moi, ça ne m'éclaire toujours pas sur leur contribution au fonctionnement du milieu. En effet, les observer présentes sur le récif ne veut pas forcément dire qu'elles contribuent à son fonctionnement. C'est un peu comme moi après un bon repas. Je suis présente physiquement devant mon ordinateur, mais pas fonctionnellement. Alors, j'étudie un processus précis, l'herbivorie. C'est l'action de manger des produits végétaux. C'est un processus qui façonne le monde marin. Par exemple, au niveau des récifs coralliens, les herbivores empêchent la prolifération des algues et permettent ainsi la croissance des coraux. Dans l'herbivorie, c'est sa variabilité temporelle qui m'intéresse. En gros, je regarde quand les poissons mangent et si les espèces mangent en même temps. Ce sont des questions cruciales pour protéger le milieu marin. En effet, pour le protéger, il faut comprendre comment il fonctionne. Or, encore aujourd'hui, nous ignorons à quoi ressemblent 24 heures dans la vie d'un poisson. En effet, l'activité des poissons est actuellement mesurée par les scientifiques sur un temps court, environ 1 heure. Mais c'est un peu comme si on voulait mesurer l'activité d'une ville en s'asseyant 1 heure sur un banc et en regardant ce qu'il se passe. Si on s'assoit sur le banc à 3 heures du matin ou à 4 heures de l'après-midi, on aura des conclusions très différentes puisque nos activités sont variables dans le temps. Pour prendre en compte cette variabilité temporelle, j'ai donc développé une méthode basée sur des caméras synchronisées, filmant du lever et au coucher du soleil. Grâce à cette méthode, j'ai montré que l'herbivorie est plus importante l'après-midi, ce qui serait dû à une meilleure qualité nutritive des algues, et que les herbivores sont de frénétiques affamés. Ils ne mangent rien et d'un seul coup, festin! Il est maintenant temps de remonter à la surface. D'ailleurs, nos poissons sont partis depuis bien longtemps. J'espère qu'à votre prochaine plongée, vous vous intéresserez au métier des poissons. Et je suis fière de nous. Tenir 3 minutes en apnée, c'est une sacrée victoire. Bonsoir. Savez-vous que les cellules possèdent une mémoire? Eh oui, une cellule, c'est bourré de souvenirs. Et ça m'intéresse tout particulièrement, parce que je travaille sur des cellules de cancer, et que les cellules cancéreuses possèdent une mémoire problématique. Mais pour comprendre cela, il faut effectuer un prodigieux voyage de 3,5 milliards d'années dans le passé. En ce temps-là, sur la Terre, il n'y avait pas exactement rien, mais juste un immense bouillon de culture qu'on appelle la soupe primitive, dans lequel pataugeait une multitude de bestioles unicellulaires. Puis un jour, 2 d'entre elles ont eu une conversation saugrenue qui a tout bouleversé. Hé, mais dis donc Jean-Michel, mais ce n'est pas pratique du tout de vivre comme ça, chacun de notre côté. Je dois gérer tout seul mes nutriments, ma défense contre les bactéries, ma locomotion, ça fait beaucoup. Eh, mais tu as raison Philippe, et si nous collaborions pour nous répartir les tâches plus équitablement et vivre de manière plus efficace? Ah, mais quelle riche idée! Viens, allons nous paxer à la mairie. Ah là là, Jean-Michel, ce que tu peux être avant-gardiste pour une cellule! Voilà, ça s'est passé approximativement comme ça. Puis, au cours du temps, leur relation est devenue vachement plus libre, puisqu'aujourd'hui, il faut environ 150 types cellulaires différents pour faire un corps humain. Et ouais, ça fait du monde sur le contrat. Et tout ça dans ton corps. Nous sommes donc chacun d'entre nous une société. Et pour qu'elle fonctionne correctement, il faut que nos jeunes cellules reçoivent une véritable éducation, qu'elles apprennent leur métier, et qu'elles gardent ensuite tout cela en mémoire pour la vie. Ce processus d'accumulation de souvenirs, les scientifiques l'appellent la différenciation cellulaire. Cependant, parfois, cette différenciation ne se passe pas correctement, et certaines cellules, au lieu d'apprendre à coopérer, effacent les souvenirs de leur métier pour en accumuler des nouveaux et devenir des anarchistes, des cellules cancéreuses, qui sont finalement, si on réfléchit bien, de sortes de grandes nostalgiques de la période d'indépendance dans la soupe primitive. Et c'est là que j'interviens. Car voyez-vous, mon équipe et moi-même sommes un peu les Jean-Jacques Rousseau de la biologie cellulaire. Nous pensons qu'il existe du bon dans chaque cellule, même cancéreuse, et qu'il est possible de la remettre dans le droit chemin. Ma stratégie contre le cancer, c'est rééduquer plutôt qu'éliminer, car c'est parfois très difficile d'éliminer de telles cellules. Mais pour rééduquer une cellule, on ne peut pas discuter avec elle. Il faut utiliser des médicaments.
Mon projet de thèse consiste donc à chercher de nouveaux médicaments capables de rendre les cellules cancéreuses amnésiques. Aujourd'hui, je veux vous raconter une chose, intouchable, invisible, mais omniprésente dans le monde. En effet, je vais vous parler de la causalité. Vous allez me demander, c'est quoi la causalité? C'est le lien qui unit la cause à l'effet. En fait, vous avez tous entendu parler de la causalité, ou du moins du principe de la causalité. C'est le principe selon lequel tout fait a une cause. Les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Pour ma thèse, j'étudie le fonctionnement de certains petits mots-outils qui relient causalement deux phrases. Ce sont les mots qu'on appelle conjonction causale. Parce que une de ces conjonctions, prenons l'exemple de ce soir, vous êtes présent à cette soirée parce que vous avez reçu une invitation et que cela vous intéresse, puisque vous n'êtes pas assis ici pour attendre le métro. Plus précisément, c'est en étudiant la grammaire française que je me suis aperçu de la liberté considérable que notre langue nous attribue. Pour en revenir à la causalité, on pense à des choses très générales. On parle de la loi universelle de gravitation. Un objet tombe parce qu'il est attiré par notre Terre. Pourtant, sera-ce tout ce qu'on peut attendre de la causalité? Peut-on agir sur elle, se servir d'elle, selon notre intention? Pour répondre à ces questions, je vous donne deux exemples. Le premier, nous sommes dans ce théâtre parce qu'il y a un spectacle. Au niveau linguistique, l'expression impersonnelle « il y a » est dépourvue du sujet défini de l'action. Le sujet est impersonnel et décrit un fait objectif que nous devons toutes et tous admettre. Le deuxième, je participe à ma thèse en 180 secondes parce que je veux vous présenter les subtilités de la langue française. Concernant notre engagement à ma thèse en 180 secondes, mes camarades et moi n'avons pas la même motivation à venir ici. C'est donc une causalité subjective. Pour moi, la cause est ici une intention personnelle. Dans l'expression « je veux », le verbe « vouloir » et le sujet « je » indiquent que c'est moi le responsable de l'intention et de la cause. Le fait est non objectif pour tous et qui n'est pas vrai pour la totalité de mes camarades. Notre compréhension de la causalité est plus qu'une découverte objective, car avec « parce que », on peut construire la causalité avec pour nos propres actions et celles des autres, selon notre intention. L'étude linguistique nous apprend ainsi à mieux vivre avec nos langues, tout en préservant la liberté de chacun et en évitant la manipulation de certains. L'autre soir, chez des amis, un invité m'accoste. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»« Moi, j'étudie l'interaction entre le riz, un insecte et son microbiote intestinal. » Voici sa réaction. À chaque fois avec mon sujet, c'est la même surprise chez mes interlocuteurs, à croire qu'ils prennent les scientifiques pour des fous. Alors qu'en vérité, nous sommes des personnes curieuses et passionnées, dont le rêve est de sauver le monde. Car la protection des cultures de riz sur lesquelles je travaille permet à cette personne de profiter de ses prochains sushis sans souci. Ah, l'écoute devient plus attentive, j'en profite. L'ennui, c'est que le riz est sous la menace des insectes, et celui que j'étudie est particulièrement gourmand. Une chenille tropicale qu'on appelle la légionnaire d'automne. Enfin, c'est bon, un coup d'insecticide et c'est réglé. Oui, mais moi je veux faire les choses bien. Le pack 100% écolo, vous voyez. Parce qu'à long terme, ces produits sont dangereux pour l'environnement et pour notre santé. Donc pour nous protéger tous, j'essaie de comprendre comment se défend le riz, mais aussi comment attaque l'insecte. Le riz est malin. Il utilise une molécule de défense qu'on appelle le jasmonate. Ça vient du jasmin? Bien tenté, mais non. Le jasmonate est un insecticide naturel qui va permettre à la plante de fabriquer des composés toxiques pour la chenille qui finira avec une sacrée indigestion. Bah c'est bon, t'as trouvé la solution. Le riz peut se défendre tout seul. Attends, pas si vite. Notre légionnaire a certes une stratégie imparable. Elle vomit sur la plante. Glamour, hein? Mais ce précieux vomi contient des bactéries qui sont capables de supprimer la production de jasmonate, désarmant le riz face à l'insecte. Mon objectif est d'identifier les bactéries responsables de cette suppression et de comprendre comment elles bloquent le jasmonate.
Mais ne pouvant pas reproduire les conditions environnementales naturelles en laboratoire, je me retrouve à faire vomir des chenilles qui passent leur journée à manger du pâté. Ou leurs copines. Comme vous pouvez l'imaginer, la diversité bactérienne n'est pas à son plus haut niveau. Pour avoir un cocktail explosif de bactéries naturelles, j'ai embarqué pour un Paris-Dakar dans les airs. Pourquoi tu pars au Sénégal et pas plutôt un pays d'Asie pour le riz? Eh bien, tu sais, les Sénégalais sont eux aussi de grands consommateurs de riz et souffrent depuis 2016 de l'invasion de cet insecte. Je vois dans son regard qu'il m'imagine machette et carte en main à la recherche de la légionnaire. Mais croyez-moi, couverte de sueur du chapeau jusqu'au bol, j'étais bien loin de cette image idyllique. Mais cette aventure m'a permis de trouver mes chenilles autochtones et récupérer leurs précieux vomis. Comme je le soupçonnais, la diversité bactérienne est bien plus importante. La prochaine étape est donc d'isoler toutes les bactéries de ce vomi et de trouver celles qui suppriment le jasmonate. On pourra ainsi protéger le riz naturellement sans avoir recours aux insecticides. Mais c'est ça que vous faites dans vos laboratoires? Mais c'est super intéressant. Mais oui, mon ami, armés de nos blouses blanches, nous nous efforçons corps et âme de protéger le monde et des générations de sushis. Rejoignez le mouvement. La vie à deux, c'est mieux. Ensemble, on est plus fort. Certaines plantes, elles aussi, appliquent ces préceptes de vie et apprécient les bénéfices que peuvent apporter la vie à deux, que l'on appelle symbiose. Ces plantes, appartenant à la famille des légumineuses, tout comme le soja ou le petit pois, ont développé un mode de vie particulier qui consiste à s'unir de manière fusionnelle avec des bactéries que l'on retrouve abondamment dans les sols, appelées rhizobiums. L'aboutissement de cette union profitera à chacun des partenaires. De toutes les symbioses existantes, j'étudie celle qui unit les Ascinomyinae, la plante, avec les Bradyrhizobium, la bactérie. Je cherche à comprendre pourquoi, dans certains cas, la relation fonctionne et dure pour la vie, et pourquoi, dans d'autres cas, la plante se prend un râteau. Excusez-moi. La bactérie se prend un râteau, oui. Mais du coup, quels sont donc les bénéfices qu'apporte cette relation et pourquoi l'étudier en particulier? Comme nous, ces Ascinomyinae ont besoin de se nourrir. Et pour répondre à ce besoin vital, elles ont uni leur vie avec ces bactéries. En effet, toutes les plantes utilisent pour se nourrir le soleil et le CO2 grâce à la photosynthèse. Mais pour leur bon développement, elles ont aussi besoin d'azote, qui est malheureusement très rare dans les sols. Disponible en abondance tout autour d'elles dans l'atmosphère, ce gaz ne lui est pourtant pas accessible. C'est un comble. En plus de vivre toute leur vie au même endroit, de se prendre le vent et la pluie, voilà que les plantes doivent également endurer le supplice de Tantale. Vous parlez d'une vie. Mais leurs tendres Bradyrhizobium sont là, capables de transformer l'azote atmosphérique en ammonium, qui est une des formes assimilables par la plante. En contrepartie, Ascinomyinae participe au bon développement de la bactérie en lui fournissant le gîte et le couvert. Cette union offre des intérêts à la fois économiques et sociaux, mais surtout écologiques. En effet, l'agriculture d'aujourd'hui utilise en majorité des engrais azotés pour contrebalancer le manque d'azote dans les sols. Ils sont polluants et participent grandement au réchauffement climatique. Alors, mieux comprendre comment la symbiose légumineuse-rhizobium fonctionne nous permettra de réduire l'impact environnemental de l'agriculture qui doit nourrir près de 10 milliards de personnes. Et moi, parce que je veux aider ce couple à vivre une grande histoire, j'ai découvert le secret de la bactérie. Elle utilise une bioseringue qui injecte un cocktail spécial comme un filtre d'amour, déclenchant ainsi la mise en place de la symbiose. Comme quoi, le mariage peut aussi avoir du bon. Pas de bras, pas de chocolat. Vous vous souvenez de cette réplique d'Omar Sy dans Intouchable? C'est avec ce film que j'ai découvert à quel point il est difficile au quotidien d'être tétraplégique. Comme Philippe. Après un choc violent au niveau des cervicales, quelque chose se brise. Généralement, c'est au cours d'un accident de la route ou d'une chute liée au sport. Et pour vous parler de ce qui se brise dans la tétraplégie, je vous emmène au resto. Ici, les cuistots préparent les plats. Là-bas, les clients sont dans la salle, prêts à les manger. Et entre les deux, les serveurs assurent le pont en apportant les plats aux bonnes tables. Dans un corps comme le mien, c'est le même principe.
Le cerveau mijote les ordres, la moelle épinière et les nerfs relaient cette information jusqu'au bon muscle, qui en réponse se contracte, créant un mouvement. Chez Philippe, les cuistots sont au top. Les clients ont de l'appétit. En revanche, entre les deux, c'est un peu comme si les serveurs se retrouvaient face au Grand Canyon, un obstacle infranchissable qui empêche l'ordre d'atteindre les muscles. La connexion est brisée. Résultat, Philippe est paralysé. Certes paralysé, mais il a toujours ses bras. Alors moi je dis qu'il devrait avoir du chocolat. Et aussi qu'il devrait pouvoir de lui-même se nourrir, se laver et se divertir. Je travaille pour que Philippe retrouve cette autonomie, grâce à ses propres bras, avec l'idée de préparer de nouveaux plats directement de l'autre côté du canyon. En pratique, j'utilise une petite batterie, comme celle de vos téléphones, qui envoie sur un pot de Philippe, et ce chaque seconde, 50 décharges électriques. Outre les bienfaits évidents pour sa santé, c'est fabuleux. Cette stimulation électrique remplace les ordres du cerveau en venant provoquer la contraction des muscles. Seulement, nos muscles ne sont pas faits pour se contracter avec ces ordres un peu brutaux et finissent trop fatigués pour se contracter. Alors ma proposition, c'est d'associer la portabilité de la stimulation électrique avec la fiabilité des robots. Et comme aucun des deux n'est initialement prévu pour travailler ensemble, je développe mon propre système hybride, avec de la stimulation électrique pour provoquer le mouvement et des petits moteurs tirant des câbles pour soutenir les muscles et ainsi éviter la fatigue. Heureusement, je ne suis pas seul. Je suis aidé des personnes atteintes de tétraplégie, comme Philippe, que je rencontre pour tester mon dispositif et l'adapter à leurs besoins. Bon, soyons réalistes. Ce n'est pas demain que Philippe pourra de nouveau jouer de la guitare ou être chirurgien. Mais on touche du doigt le jour où il pourra de nouveau réaliser de lui-même ses activités de la vie courante. Et comme moi, avoir du chocolat. Ok, peut-être pas toute la boîte. Saviez-vous que Louis XVI, avant de perdre sa tête, était passionné par la serrurerie? Eh bien, moi aussi, humble roturière, je m'intéresse aux serrures. À de toutes petites serrures, de la taille d'une molécule, l'estradiol. C'est une hormone naturellement présente dans le corps des femmes. Elle intervient dans le développement des caractères sexuels secondaires et de la fertilité, d'où son usage dans les pilules contraceptives. Mais lorsqu'elle se retrouve en trop grande quantité dans l'environnement, en particulier dans l'eau, elle va perturber le développement des organismes qui y vivent. Pour préserver les écosystèmes aquatiques, on a donc besoin de contrôler les taux d'estradiol dans l'eau. Pour ce faire, je cherche à développer des serrures que seul l'estradiol ouvrira pour signaler sa présence et me permettre de le quantifier. Mais la nature m'a devancé. Elle a déjà développé des serrures hyper perfectionnées, le top du top. Ça s'appelle des anticorps. Ce sont des serrures biologiques de notre corps qui s'ouvrent lorsqu'il y a un virus, par exemple, et vont permettre au corps de se défendre contre ce virus. Le pompon, c'est que chaque anticorps n'a qu'une seule clé. C'est ce qui fait qu'un vaccin contre la grippe ne nous rend pas allergiques aux chats, par exemple. La grippe ouvre une serrure et les chats en ouvrent une autre. La nature est une artiste. Ses œuvres sont magnifiques, mais fragiles et chères. Les anticorps se dégradent avec les variations de température et le processus pour les obtenir est très coûteux. Et malheureusement, s'il y a bien une chose en ce monde de plus importante que l'art et l'écologie, c'est quand même l'argent. Il est donc nécessaire que les outils que je développe pour l'analyse de l'eau soient abordables si je veux qu'ils soient utilisés. Certes, je ne suis pas une artiste, mais je suis chimiste pour vous servir. Alors, j'ai regardé ce qui est vraiment utile dans les anticorps, ce qui permet cette reconnaissance incroyablement fiable entre la serrure et la clé. Ce sont les acides aminés, des petites molécules qui existent sous une vingtaine de formes et une infinité de combinaisons possibles. Je vais donc faire un moule de l'estradiol avec les acides aminés.
Une fois relié à un système de mesure, ils me permettront de le doser. Certes un peu rudimentaire, mais plus robuste et financièrement avantageux. Contrairement à Louis XVI, je garde la tête sur les épaules, il faut prendre en compte les enjeux écologiques et économiques pour améliorer l'analyse de l'eau. Et elle est essentielle, car contrôler l'impact de nos actions d'hier, c'est avoir le contrôle sur nos actions de demain. Alarmant par son rythme, préoccupant par son ampleur, le déclin de la biodiversité menace la survie de l'ensemble des espèces, y compris la nôtre. Les causes de ces disparitions sont directement imputables aux activités humaines. Oups. Par exemple, depuis quelques années, un vent de révolte gronde contre l'usage massif de produits chimiques sur nos cultures. L'un des objectifs est de se prémunir contre les insectes ravageurs pouvant causer d'importantes pertes de récoltes. Heureusement, il semblerait que ces produits toxiques tuent les insectes, certes, mais posent aussi des problèmes de sécurité environnementale, alimentaire et sanitaire. Rien que ça. Heureusement, des méthodes de lutte alternatives existent, dites biologiques. Pour protéger les plantes, on se sert d'organismes, des prédateurs, des ennemis naturels d'insectes qui font le boulot pour nous. Le modèle biologique que j'étudie durant ma thèse est assez particulier. Il s'agit d'un nématode, un petit ver de quelques millimètres, du nom de Steinernema. Il se nourrit de cadavres d'insectes. Mais pour tuer un insecte 10 fois plus gros que soi, il possède une arme. Cachée dans son système digestif se trouve un petit organe à l'unique fonction d'héberger des bactéries, du nom de Xenorhabdius, au pouvoir insecticide meurtrier. Cette association criminelle représente véritablement les Bonnie and Clyde des insectes. Leur pouvoir pathogène est infaillible. Vous allez voir, véritable véhicule des bactéries, le nématode pénètre dans l'insecte par les orifices naturels. Oui, vous avez compris. Une fois à l'intérieur, les bactéries sont libérées. Celles-ci sécrètent alors un arsenal de composés, des toxines, de facteurs de virulence qui vont dans le même temps anéantir la réponse immunitaire de l'insecte, ce qui garantit sa mort en 24 à 48 heures. Nématodes et bactéries vont ensuite pouvoir tranquillement se reproduire et se nourrir de cadavres. Une fois les ressources épuisées, ils se réassocient et quittent ensemble cette carcasse devenue bouillie. Un peu violent certes, mais naturel. On prend. Le cœur de mes travaux de recherche s'articule autour de la bactérie, au sein de cette interaction. Toxique pour l'insecte, mais complice avec le nématode. Pour élucider, décrire, comprendre ces mécanismes sous-jacents, je m'intéresse à l'ADN de la bactérie. Oui, l'ensemble des caractères de la bactérie sont inscrits, régis, codés dans ses gènes. L'utilisation d'ennemis naturels tels que cette association de malfaiteurs pourrait me permettre de réduire notre empreinte écologique et répondre aux défis immenses de l'avenir dont on ne pourra pas échapper. Et puis, c'est pas comme s'il y avait de plus en plus de gens à nourrir sur Terre, n'est-ce pas ? Heureusement, cette alternative peut réellement permettre de pouvoir répondre à ces enjeux fondamentaux de l'avenir. Je m'inquiète. Alors, rien à voir avec le fait de me retrouver face à vous ce soir, bien au contraire. Et je ne vais pas non plus vous parler de l'actualité ou d'une maladie grave. Les autres candidats le font très bien. Non, moi je m'inquiète pour mes robots sous-marins. Alors, ça peut paraître pas très important, mais pour moi, ils sont très importants. Car c'est grâce à eux que l'on peut aller découvrir les merveilles des fonds marins. Et notamment, dans mon cas, des épaves d'anciens navires ou des vestiges archéologiques très anciens. Bon, alors, je vais être honnête avec vous, très souvent on tombe sur des carcasses de voitures ou des rochers avec des formes bizarres. Mais envoyer ces robots, c'est une opération très délicate, très compliquée, qui va demander préparation, coordination, concentration à tout un équipage qui va travailler dessus de concert, de la mise à l'eau des robots à leur récupération, en passant par les manœuvres nécessaires pendant leur plongée. C'est encore plus compliqué quand on les fait plonger à plusieurs, en duo généralement, car il faut alors les relier entre eux par un câble. C'est mieux que d'avoir à utiliser 2 câbles à la fois, après on s'y perd. Et c'est de ce câble que vient toute mon inquiétude, car il est source de discorde entre mes robots, et à partir de là, ils ne font que se chamailler. Arrête de tirer sur le câble! Ah, viens par ici, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas! Tu prends toute la couverture! Je suis allé un peu trop loin ici, je me suis emporté, désolé. Mais vous avez compris le problème. Et du coup, je m'inquiète beaucoup pour eux. C'est-à-dire que s'ils emmêlent ce câble dans un obstacle, dans une épave, au mieux, ça limite leur capacité et on arrive à les dégager. Au pire, il faut les remonter trop tôt
par incertitude, et s'ils l'endommagent, même d'une égratignure, alors c'est risqué de les perdre. Et vous comprenez que moi, ça m'inquiète. Et même pour eux, c'est pas sain comme relation. Je suis sûr que même aujourd'hui, ils ont encore passé la journée à se chamailler. Alors, pour les aider, je leur ai fait un modèle. Une manière pour eux de visualiser où se trouve leur câble sans le voir. Et pour cela, je me base sur une forme simple, que vous-même, vous allez pouvoir vous imaginer. La chaînette. Imaginez un fil tendu entre deux supports. Un câble électrique entre deux poteaux, par exemple. Et maintenant, sur cette forme-là, ajoutez-y le fait que les supports bougent, modifions donc la forme, qu'il y a du courant qui va donc le balancer, et aussi que ce câble flotte. Votre courbe se retrouve donc en haut. Couplons à cela le fait que, pour utiliser ce modèle de câble, il faut aussi qu'il puisse faire quelque chose avec. Il ne s'agit pas de savoir où il est. Et donc, je leur ai fait des aides au pilotage. Une espèce de gymnastique pour eux, pour qu'ils puissent ainsi limiter leurs mouvements s'ils arrivent au bout du câble, et aussi orienter pour éviter qu'ils le bloquent dans des obstacles que l'on aurait pu détecter. Grâce à tout ça, je vais pouvoir souffler. Et eux aussi, ça devrait être mieux. Plus de chamaillerie, plus de problèmes pour ce câble, place à la magnificence des fonds marins ou des carcasses de voitures, sensiblement. À chaque flatulence, nous diffusons dans l'air entre 25 et 100 millilitres de gaz. Enchanté. 25 et 100 millilitres, cela correspond à un litchi et une clémentine. En un jour, nous produisons un volume équivalent à un ananas. D'ailleurs, si vous êtes amateur de fruits, alors votre ananas peut contenir jusqu'à 80% d'un gaz particulier. Ce gaz est essentiel à notre quotidien. En effet, combiné avec l'azote, on l'utilise pour faire des engrais et ainsi fertiliser nos sols. Utilisé comme réactif, il nous permet de fabriquer de l'acier et ainsi concevoir nos ordinateurs et nos voitures. Utilisé comme carburant, il propulse la fusée Ariane. Ce gaz, c'est l'hydrogène, oui, essentiel donc, mais rare dans la nature. Nous le produisons actuellement à partir de gaz naturel. Et là, il y a un hic. D'une part, ce procédé est très émetteur de CO2. D'autre part, ce gaz naturel, nous l'importons. C'est d'actualité et c'est bien compliqué, me direz-vous. L'objectif de ma thèse est alors d'étudier un procédé de production d'hydrogène alternatif, biologique et moins polluant. Donc revenons à nos amateurs de fruits. Je viens de recevoir un protocole décrivant comment récupérer vos ananas. Je vous le lis. Les gaz intestinaux ont été recueillis à l'aide d'un tube dont l'extrémité était insérée à 4 cm dans l'anus et maintenue en place par du ruban adhésif. C'est long. Non, je n'ai vraiment pas envie de suivre ce protocole. Mais en réalité, c'est l'écosystème bactérien présent dans votre tube digestif qui produit de l'hydrogène. Donc plutôt que suivre ce protocole, je vais exploiter votre microbiote à l'extérieur de votre corps, bien entendu. Concrètement, dans une station d'épuration, je récupère votre microbiote intestinal. Ensuite, je le rempote dans un bioréacteur. Enfin, je le nourris avec des déchets alimentaires. Car oui, ces petites bêtes sont voraces. Mais le souci, c'est qu'il y a des bactéries qui produisent de l'hydrogène, certes, mais il y en a d'autres qui n'en produisent pas du tout, mais qui se mettent tout de même à table. On dit qu'il y a compétition entre ces bactéries. Cultiver votre microbiote pour produire de l'hydrogène, c'est alors comme exploiter un verger envahi par les mauvaises herbes. Ce que je suis parvenue à démontrer, c'est qu'il vaut mieux récupérer les fruits le plus vite possible. Sinon, ils favorisent la croissance des mauvaises herbes, ou pire, ils disparaissent. En conclusion, vous venez d'apprendre comment produire de l'hydrogène, une molécule indispensable grâce à votre microbiote intestinal et en valorisant nos déchets alimentaires. J'espère avoir su nourrir de votre part de l'admiration pour votre microbiote intestinal et que vous ne le considérerez plus juste comme une usine à gaz. Et voilà, j'ai encore de l'eau plein les bottes. Là, c'est moi. Je suis dans un cours d'eau à la recherche de la tortue la plus menacée de France, l'Émide lépreuse. Est-ce que vous l'avez vue? Ah, tenez, justement, en voilà une. Cette espèce est rare car il ne reste que très peu de population en France et la plupart se situent proches des villes
et des parcelles agricoles qui déversent divers polluants dans les milieux aquatiques. Tout le monde se demande ce que ces animaux vont devenir. Alors, dans ma thèse en biologie, j'essaye de comprendre comment les tortues parviennent à se maintenir dans des environnements si dégradés. Alors peut-être que les animaux modifient leur comportement pour s'adapter à tous ces polluants, ou peut-être que les populations ne sont plus constituées que d'individus particulièrement résistants aux polluants. Pour vérifier mes hypothèses, je travaille sur 3 cours d'eau des Pyrénées-Orientales. D'abord, pour caractériser l'intégrité de mes habitats, je prélève des bidons d'eau, des bidons de sédiments et j'y recherche les polluants. Et le bilan n'est pas triste. On y retrouve des produits pharmaceutiques comme des antidépresseurs, des produits phytosanitaires, notamment des perturbateurs endocriniens, de la caféine et même des métaux lourds. C'est un sacré cocktail pour toutes ces tortues. Pour comprendre comment les animaux se comportent face à ces polluants, je les équipe avec du matériel dernier cri. D'abord, avec un GPS, comme celui de vos portables. Il me permet de suivre les déplacements des tortues et d'identifier leur site de ponte. Ensuite, avec un accéléromètre. Celui-ci enregistre automatiquement le comportement des tortues à chaque seconde, et cela tout au long de l'année. Leur marche, leur nage, leur bain de soleil. Enfin, si je veux accéder à ces informations, je dois d'abord récupérer mes tortues high-tech. Et ça n'est pas une mince affaire. Pour ce faire, j'enfile mes plus belles bottes et je déploie mes pièges dans les cours d'eau. Une fois les tortues capturées, je les marque, je récupère leurs données, puis je les relâche. En répétant cette action sur plusieurs années, j'emploie la méthode appelée capture, marquage, recapture. Elle me permet d'estimer la taille des populations, la survie et la croissance des individus. À la fin de ma thèse, j'aurai identifié les mécanismes d'adaptation de l'émile lépreuse face aux pollutions environnementales. À terme, cela permettra d'adapter les mesures de protection de l'émile lépreuse et de son habitat. Car une chose est sûre pour cette espèce, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ils sont près de 200 000 en France. Il y en a peut-être parmi vous ce soir. Je parle des sapeurs-pompiers volontaires. En 2018, coup de tonnerre. Les sapeurs-pompiers volontaires belges ont été qualifiés par la Cour de justice de l'Union européenne de travailleurs et se sont vus appliquer la directive européenne sur le temps de travail. Ce texte promeut un objectif louable, protéger les travailleurs contre la surexploitation au travail. Actuellement, l'État français se refuse d'appliquer cette directive car sans les pompiers volontaires, le système de la sécurité civile s'écroulerait. En effet, les volontaires seraient moins disponibles pour leur mission de secours. Pour le législateur français, il est évident que les pompiers volontaires n'exercent pas un emploi, mais une activité désintéressée sur leur temps libre. Or, la réalité est plus complexe. Qu'est-ce qui distingue les pompiers volontaires des pompiers professionnels? Les pompiers volontaires exercent non seulement les mêmes missions que les professionnels, ils ont acquis des droits identiques. Droit à la formation, droit syndical, droit à la protection sociale. Ils peuvent accéder à des postes à responsabilité et encadrer à la fois des volontaires et des professionnels. En contrepartie de ces droits, ils sont soumis à des obligations. Assurer un minimum d'heures d'activité et respecter une discipline forte. Fort de ce constat, le Conseil d'État les a qualifiés d'agents publics contractuels à temps partiel. C'est dire combien la frontière entre les volontaires et les professionnels est floue, bien que les volontaires ne bénéficient pas du statut privilégié du fonctionnaire. Qu'on se le dise, le droit est ardu entre les principes et les multiples exceptions. Il y a de quoi de perdre son latin, et Dieu sait si nous on aime ça le latin. Et pourtant, le droit est partout et indispensable, à l'image des pompiers qui agissent au quotidien. Imaginez que pendant ces 3 minutes, ils interviendront 25 fois pour nous secourir. Mais eux,
Qui les protège? N'est-il pas du devoir du juriste de protéger ses citoyens engagés? C'est là tout l'intérêt de ma thèse. Envisager un cadre juridique plus protecteur. Et donc, mes travaux de recherche visent à créer un socle commun qui protégerait l'ensemble des pompiers. Ce socle pourrait être composé de droits fondamentaux rattachés non pas à l'activité, mais à la personne. Car comme le dit Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Depuis 1977 à aujourd'hui, de Johannesburg jusqu'au Caire, des centaines de milliers de personnes ont été ou sont victimes d'une maladie virale dont le risque de mortalité est de 3% et dont aucun traitement n'existe encore pour lui barrer la route. Le coupable, c'est le virus de la fièvre de la vallée du Rift, ou pour les intimes, la Rift. La Rift est un virus capable d'engendrer des formes graves et mortelles chez certaines personnes, dont une forme neurologique, c'est-à-dire qu'il vous flingue le cerveau. Et sur cette dernière forme, certaines questions restent encore sans réponse. Comment et pourquoi? Afin de lutter contre ce meurtrier des bas-fonds microscopiques, j'ai été engagé depuis peu et travaille depuis d'arrache-pied pour enfin répondre à ces questions. Plus précisément, je vais le faire parler, ce microbe. Étant une sorte de virologiste sous couverture, mon but est d'amadouer la Rift puis d'obtenir le maximum d'informations sur ce détraqué viral. Des informations telles que ses mobiles, ses armes ou encore ses cibles neurologiques de prédilection. Et comme tout bon profiler virologique, j'ai un plan. Pour faire simple, dans le cerveau, il y a deux grands types de cellules. Les neurones, qui sont l'unité de base du cerveau, et les cellules de soutien. Et justement, étant donné que c'est leur travail, j'ai demandé pour ma première mission un coup de main à certaines de ces cellules de soutien. Au boulot, on appelle ces cellules de soutien les astrocytes. Discrètement, je suis allé voir les astrocytes et je leur ai demandé si elles voulaient bien faire l'appât lors d'un faux premier rendez-vous galant dans le bar in vitro du coin avec la Rift. Et discrètement, j'ai observé de loin son comportement pour savoir comment il se comportait face à une future victime potentielle. Et j'ai assisté à un vrai massacre. Il n'a pas hésité une seule seconde à attaquer mes cellules collègues, à se multiplier. Et ça, malgré leurs cris de détresse immunitaire. J'ai rien su faire. Mesdames et messieurs, j'aimerais profiter de ce moment pour rendre un dernier hommage à mes collègues cellules tombés au cours de cette mission et je vous demanderai, s'il vous plaît, une minute de silence. Quoi? Comment ça, j'ai 3 minutes? Oh, je continue? Désolé. L'enquête n'a commencé que depuis 1 an, mais grâce à vous, mes chers collègues cellules, elle avance. Je sais désormais qu'au moins un type de cellule dans le cerveau est capable d'être infecté par la Rift, ce qui confirme son rôle de suspect principal dans l'enquête. Cependant, cela ne suffira jamais à faire passer ce dossier en cour martiale pour mettre au point un traitement efficace. Mesdames astrocytes, je ne saurais laisser votre sacrifice au fond du placard. Pour le monde, mais également en votre honneur, je vous promets de me battre jour et nuit pour boucler cette enquête. Et même si cela n'est pas trop dans le sens de la justice, je vous promets que je ne laisserai pas le luxe à la Rift de finir au fond d'une cellule. D'abord, je voudrais remercier les collèges doctoraux de m'avoir invité au jury. C'est mon deuxième MT 180. J'avais eu la chance d'en faire un à la salle Molière de l'Opéra Comédie il y a quelques années. Très joli. Voilà. Donc je suis ravie d'être là parce que je me suis régalée la première fois et je me suis régalée cette fois également. Donc bravo à tous, à tous les candidats. Il faut beaucoup de courage. Je m'interrogeais sur le temps qui avait été nécessaire en fait pour réaliser cette performance, parce que vous avez vraiment dû attaquer la substantifique moelle de la thèse et la vulgariser. Donc je pense que vous y avez passé beaucoup de temps, en plus de la partie orale, et scénique et théâtrale. Donc bravo à tous. On a tous convergé pour dire que c'était vraiment très intéressant. Bravo aussi à ceux qui ont eu un peu plus de difficultés, qui ont peut-être un peu hésité. Voilà, il y a eu quelques petits problèmes de diction, mais en fait tout le monde est retombé sur ses pieds. Donc ça c'est voilà, chapeau, parce que quand même c'est bien compliqué.
Et puis je vous entendais dans les coulisses, vous parliez de l'entrepreneuriat. Alors je vais vous faire un petit mot sur l'entrepreneuriat, puisque je dirige donc le Business Innovation Center qui aide les entrepreneurs innovants à créer leur entreprise. Et effectivement, synthétiser son projet en 3 minutes, c'est vital aujourd'hui. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, il y a une grosse dizaine d'années, les entrepreneurs faisaient des présentations en 25 minutes. Le temps s'est accéléré. Aujourd'hui, on est sur des bases de 10 minutes pour présenter l'intégralité de son projet d'entreprise. Et là, on est en train de travailler à préparer un événement où on va présenter des projets à des investisseurs. Et là, on est sur un format 3 minutes. Donc, vous voyez, ce que vous avez fait aujourd'hui, finalement, ça pourrait vous servir si un jour vous choisissez la voie de l'entrepreneuriat pour convaincre des financeurs. Parce qu'effectivement, il faut le vulgariser et leur faire comprendre ce que vous faites, pour convaincre des investisseurs, pour convaincre vos futurs associés, parce qu'il va falloir les embarquer dans votre projet très compliqué et très scientifique, et vous allez avoir besoin de quelqu'un pour la finance, de quelqu'un qui va gérer les relations commerciales. Si vous lui expliquez avec les termes scientifiques, vous risquez de le faire fuir. Voilà. Donc, en tout cas, je confirme, c'est extrêmement utile pour l'entrepreneuriat. Merci de ce Voilà. retour, Merci. Isabelle. Peut-être rester avec moi. Nous allons maintenant et tout de suite donner le 3e prix du jury. Et pour cela, je vais appeler donc Françoise Morel, militante MGEN, Bérangère Briand, chargée de relations partenariales de la CASDEN, Elenia El Hasni, responsable campus de la Banque Populaire. Est-ce qu'ils peuvent... Oui, très bien. Merci, on peut les applaudir, s'il vous plaît. C'est un chèque cadeau de 500 €. C'est le 3e prix. Ah. Alors, qui est le nom du 3e prix? Ça, c'est la question. Alors, qui est justement le lauréate du concours Ma thèse en 180 secondes finale régionale? Le jury? Oui. Alors, donnez le nom. Je donne le nom. Alors, c'est, si j'ai bien compris, le breton de service, Jordan Kelek. Bravo! Alors, une petite photo, la photo traditionnelle, on va dire. Et on va faire un peu comme au César, vous savez, les remerciements. Jordan, est-ce que tu veux dire quelques mots, peut-être, de remerciements, ou peut-être justement revendiquer le fait que non, on ne veut pas de beurre doux chez nous? Alors, je confirme sur le beurre doux, de toute façon, ça n'existe pas. Ah, oui, c'est que de la matière grasse sans goût. Et je voudrais remercier tous les gens que j'ai rencontrés au cours de cette formation. C'était une super formation, et notamment aussi nos formateurs qui ont été super pendant ces 3 séances. Merci à vous encore. Merci Jordan et félicitations. Bérangère, Françoise et Lémia, est-ce que vous voulez un petit mot peut-être de la part de CASDEN, MGEN ou Banque Populaire? Alors pour moi, ce sera CASDEN. Bonsoir. Juste rapidement vous dire en fait que je vais vous parler très peu de la CASDEN, mais surtout de l'aventure qu'on a avec MT 180. Ça fait depuis le début qu'on est associés sur l'événement ici à Montpellier. Il y a des petits qui sont un petit peu partout dans toutes les régions en fait. On remet des prix comme ça voilà, pour promouvoir en fait ce bel événement qui est Ma thèse en 180 secondes. Et puis je vais juste rajouter quand même un petit mot. J'ai été associée aux journées de présélection cette année. Bon, des autres années quelquefois aussi, mais c'était pour vraiment promouvoir le travail des coachs, parce que moi j'ai vu l'avant-après et c'est bluffant. En fait,
moi, je ne sais pas, je pourrais juste émettre l'idée, vous ne pouvez pas intégrer ça au niveau des enseignements des collèges doctoraux, ce type de formation, parce que vraiment, c'est nécessaire. Voilà. Ils ont l'air d'opiner du chef, oui, c'est fait. Avec les 3 coachs, ouais, franchement, c'est voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Lémia Lasny, je représente la Banque Populaire du Sud et je dirige l'agence Campus depuis 3 jours. Ah oui, c'est tout récent là. C'est tout récent, exactement. Félicitations. Donc j'étais conseillère pour les particuliers et j'ai eu une évolution, donc un énorme tremplin. Donc voilà, je dirige l'agence Campus, c'est une agence spécialisée. Donc pour les étudiants, les fonctionnaires et notamment les associations avec des offres spécifiques et très intéressantes. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir à l'agence, on sera là pour vous accueillir. On se déplace sur site pour présenter nos différentes offres et rencontrer les étudiants et notamment le personnel de la fonction publique et les adhérents des associations. Donc au plaisir de vous voir. Merci beaucoup. On est situé au cœur des facultés et des universités. Merci. Alors, je suis Françoise Morel, je représente ici ce soir la MGEN. Je suis par ailleurs enseignante. Voilà. Donc, je voulais d'abord féliciter tout le monde parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est assez merveilleux et assez compliqué. La MGEN, c'est une mutuelle. Mutuelle, ça veut dire se rapprocher, s'échanger. Vous avez échangé énormément de choses, donc je trouve qu'on échange un petit chèque contre vos grandes compétences, à la fois dans tous les domaines des sciences, mais aussi dans les domaines oratoires, et vous nous l'avez prouvé. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Et on peut réapplaudir Jordan pour le 3e prix. Félicitations. Merci, vous pouvez aller vous rasseoir dans la salle, on reviendra. Oui, toi aussi Jordan, avec le grand chèque, oui, tu gardes le grand chèque. Hein. Alors Isabelle, vous restez à côté de moi, hein. Ne partez pas. Hein. Nous allons maintenant avoir l'honneur de découvrir le 2e prix du jury. Alors qui est-ce, Isabelle? Alors le 2e prix du jury a gagné une tablette de chocolat. C'est Clément Trotroba. Et alors pour remettre ce prix, j'appelle donc Jérôme Vitre, délégué régional CNRS Occitanie-Est. Alors, juste, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est des enceintes Bluetooth Bose pour écouter de la musique. Est-ce que Clément, ouais, un petit mot, des remerciements? Ouais, je vais compléter un peu ce qu'a dit Jordan. Donc, bien sûr, merci aux formateurs, mais aussi merci au collège doctoral, parce que c'est eux qui ont organisé un peu tout ce qu'il y avait derrière. Et aussi au domaine d'eau, parce que depuis qu'on est arrivé, on est super bien, on est comme des artistes, on a nos loges et tout, c'est trop bien. Merci. Oui, vous goûtez à la vie d'artiste. Peut-être qu'il y en a certains qui vont devenir artistes d'ailleurs hein, par la suite, des artistes scientifiques. Jérôme, peut-être un petit mot? Ah. Si le micro marche, ouais. Alors, est-ce que c'est un problème de batterie ou c'est un problème de... C'est pas impossible, ça y est, c'est voilà, reparti. super. Donc rapide, ce que j'ai déjà parlé en début de manifestation. Juste quelques remerciements, puisque c'est l'heure. Donc déjà, félicitations hein, pour ce 2e prix, vous étiez pas loin de la première marche. Et puis, remercier le jury hein, pour le travail, remercier tous les candidats, parce que quand on voit une soirée comme celle-ci... le CNRS ne regrette pas d'être associé et d'être depuis près de 10 ans maintenant à accompagner cette manifestation qui prend, j'ai envie de dire, dans l'envergure d'année en année. Donc on s'en réjouit. Je pense que par les temps qui courent, on a besoin de ce genre de prestations et
vulgarisation scientifique, ça a été dit, je pense que c'est important. Donc voilà, merci à tous et félicitations à tous les candidats. Et puis merci au public, parce que je l'ai dit, je le redis, ça fait vraiment plaisir de vivre une manifestation avec du monde. Donc voilà, c'était plus le cas depuis 2 ans, donc je m'en félicite. Et merci à vous tous pour l'ambiance que vous avez mise ce soir. Merci, merci beaucoup. Merci Clément, félicitations encore. Hop, je vais redonner à Isabelle. Maintenant, nous allons avoir le prix du public. Ah, il faut que je me rapproche, c'est ça? Ah, il faut se rapprocher, d'accord, il faut qu'on soit très très proche. Prix du public, c'est vous qui l'avez donné. C'est à moi de l'annoncer? C'est à vous de l'annoncer. Ah, très bien. Alors là, on a une petite anti-sèche. Alors, le prix du public va à Rofran Mrabbi. Félicitations, Rofran. Et donc, c'est Gilles Subra, du directeur du collège doctoral de l'Université de Montpellier, qui le remet. Bravo Rofran, merci au public d'avoir voté. Donc il y a eu 439 votes donc, qui ont désigné Rofran comme votre championne. Et donc elle aura le plaisir de partager le voyage pour la demi-finale avec le premier prix du jury. Donc bravo encore une fois. Alors vous pourrez l'afficher chez vous. Malheureusement, il y aura toujours un doute qui persistera. Est-ce que c'est vraiment le vôtre? On a fait une petite erreur entre le chèque du premier prix du jury et celui du premier prix du public. Comme quoi, même avec une thèse, on arrive à faire des bourdes. Voilà. En tout cas, bravo, ça n'enlève en rien à votre mérite. Bravo. Bravo, Rofran. Un petit mot peut-être? Bon, je voudrais remercier tout le monde. Bon, je crois pas. Merci. Félicitations, Rofran. Oui. Et n'oublie pas de prendre tes billets de train, hein, parce que la demi-finale, elle est dans pas si longtemps que ça, 8-9 avril, donc à Paris, à l'Institut des systèmes complexes. Premier prix du jury. Et donc le premier prix du jury, je dois dire quand même à l'unanimité, parce que elle, je vous donne un indice, s'est détachée très nettement. Il s'agit de Marie Noguet. Félicitations Marie, félicitations. Ce premier prix est remis par Nicolas Huguimbert et Frédéric Duclerc-Galix. Alors peut-être la région Occitanie, oui. Merci, bravo Marie. J'avoue, j'avais voté pour vous pour le prix du public, mais c'est très beau prix. Et puis, bravo aussi à tous vos collègues, parce que moi j'ai passé une superbe soirée. Merci pour votre passion, votre enthousiasme, votre professionnalisme, et puis bonne continuation. Voilà, on va vous suivre de près, et bravo à tous encore. Donc, un grand bravo à Marie. Tu nous as fait sourire pendant ta présentation. Ça a été une belle envolée. Et on te souhaite surtout le meilleur pour la suite, accompagné de ta camarade, donc pour cette demi-finale nationale. Merci, merci Nicolas. On enchaîne directement. Un petit mot peut-être de Marie. Est-ce que ton mal de tête est passé? Est-ce que ça va mieux? Alors, je vous avoue, je suis allée vomir dès qu'on a fini. Donc, non, pour dire, oui, on était beaucoup au début du parcours à être très stressés par la prise de parole en public, etc. Moi, déjà, les conférences dans le cadre de la thèse, c'est un calvaire. Mais on a tous progressé, notamment grâce au coach et aussi à la camaraderie qu'on peut avoir entre nous. Donc, encore une fois, merci au coach, merci à tous les copains qu'on a pu se faire au cours de l'aventure et puis au collège doctoral
pour l'aventure. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie, félicitations. Merci. Oui, c'est bon. Donc la soirée touche à sa fin. Vous avez eu une touche de chimie, un peu de biologie, de la littérature, de l'informatique. Je pense qu'on a balayé très largement l'ensemble des thématiques de recherche qui peuvent être présentes en Occitanie-Est. Donc pour nous, ça a été un plaisir de voir la façon dont s'est déroulée cette nouvelle finale régionale MT 180. On tient à remercier également un certain nombre de personnes. Alors là, on a un petit pente-se-bête pour n'oublier personne. Donc vous les avez vus, ils soutiennent cette manifestation depuis maintenant de nombreuses années. Donc la CASDEN, la MGEN, la Banque Populaire, la région Occitanie, qui nous aide énormément, le domaine d'eau, qu'on tient tout particulièrement à remercier pour nous avoir accueillis dans ce lieu chaleureux qui a permis d'accueillir autant de public. Et un bon spectacle, c'est également un bon public. Donc on tient à vous remercier aussi d'avoir été aussi nombreux présents à se joindre à cette manifestation. On tient à remercier également les métropoles de Nîmes et de Montpellier qui nous soutiennent également financièrement lors de l'organisation de cette journée. Évidemment, les membres du jury qui ont accepté de venir juger de la prestation des différents candidats. Les coachs, on en a beaucoup entendu parler au travers des quelques mots de remerciement des doctorants qui étaient présents sur scène. On leur tire un grand coup de chapeau parce que on a vu vraiment une évolution très nette de l'ensemble des discours auxquels nous avons assisté aujourd'hui de la part de nos doctorants. Les 20 participants, sans eux, il n'y avait pas de spectacle. Et le staff des 2 collèges doctoraux, parce qu'on s'appuie sur eux. Nous, en fait, on est là en représentation, juste à la fin, mais c'est vraiment la cheville ouvrière de ce spectacle et on tient réellement à leur lancer un grand merci, ainsi qu'au staff du Château d'Eau et aux collègues qui ont pris également soin de filmer toute cette soirée pour qu'elle soit ensuite diffusée sur Internet. Et je vais laisser la parole à Gilles. Nicolas a remercié tout le monde, donc je vais pas continuer. Évidemment, je m'associe totalement à ces remerciements. Juste pour dire aux candidats et aux candidates qu'un 5e prix va être décerné, car avec mon collègue du collège doctoral, on a décidé depuis déjà 1 an de mettre en place un prix des lycéens, de manière à ce que ma thèse en 180 secondes puisse aussi trouver un autre public et puisse aussi servir à susciter des vocations dans les lycées. Donc ça a été dit déjà, c'est un exercice qui se rapproche finalement assez bien du grand oral, exercice auquel sont confrontés les lycéens au moment où ils doivent passer leur baccalauréat. Et en plus de ça, ça montre la diversité extraordinaire qu'on va trouver dans les matières scientifiques, dans les matières littéraires, dans les matières en sciences économiques et sociales. Et ça montre que la recherche, elle est diverse, elle est passionnante et que peut-être eux aussi, en tant que lycéennes et lycéens, ils pourront prendre part à cette grande aventure. Donc ce prix sera remis au moment de la fête de la science en octobre. Pour cela, on va prendre quelques-unes des captations vidéo des candidates et des candidats et ils vont être déposés sur une plateforme en ligne et les lycées, donc grâce à l'aide du rectorat, vont pouvoir voter pour leur candidate ou leur candidat préféré. Et donc on remettra ce prix dans un des lycées et on organisera à la suite de la remise de ce prix des tables rondes pour faire partager la passion de la science, expliquer les métiers de la science aux lycéens et aux lycéennes. Voilà, je vous remercie encore pour tous et toutes pour la participation très active que vous avez eue. C'était super d'avoir une salle du public aussi chaleureuse et je vous souhaite vraiment une excellente soirée.